bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à la Cité des Congrès et à Nantes pour cette journée de rentrée de l'école doctorale qui rassemble les doctorants, notamment des doctorants de première année. C'est un peu pour eux que cette journée est organisée particulièrement, qui rassemble aussi un certain nombre d'encadrants et de directions de thèse, directeur de laboratoire, et donc je remercie évidemment tous et toutes d'être présents pour cette journée qui est importante pour l'école doctorale. Alors je vais faire la plus grande partie de la présentation et j'associerai également Elisabeth Richard qui est présente sur la scène et qui dirigera l'école doctorale ELIS à partir du 1er septembre 2022. Donc on vous dira deux mots sur la réorganisation de l'école doctorale à partir du prochain contrat. Vous avez quasiment tous les éléments, donc on vous a donné dans un petit sac à dos un certain nombre de documents. Et la plupart, pour ne pas dire quasiment tous les éléments qui vont être présentés sont disponibles dans le livret des doctorants que nous avons transmis. Et donc je vous encourage évidemment à vous y référer aujourd'hui, mais plus particulièrement tout au long de votre thèse, pour toutes les questions qui pourraient être les vôtres concernant les aspects administratifs ou l'organisation du travail, les exigences et les contraintes associées à la réalisation d'une thèse et à sa soutenance. Le programme est dense, chargé, on a un petit peu de retard déjà, on va essayer de le rattraper. Mais il nous semble être particulièrement pertinent et intéressant, à la fois pour ceux qui rentrent en thèse et pour ceux qui sont déjà en deuxième ou en troisième année. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a souhaité. On vous présentera tout à l'heure le comité d'organisation qui a œuvré de façon assez intensive pour vous proposer cette journée aujourd'hui. Alors, globalement, vous êtes rentré en thèse, ou vous êtes en thèse dans une école doctorale qui finalement prend place dans un dispositif qui est beaucoup plus large, qui est le dispositif Doctorat Bretagne-Loire, qui constitue une association d'universités et d'établissements issue de la commu UBL qui a été transformée en janvier 2020 et qui fédère particulièrement cette université, celle d'Angers, de Brest, Bretagne Sud, de Le Mans, de Nantes, de Rennes 1 et de Rennes 2. Et globalement, cette entité compte environ 5200 doctorants inscrits au sein de 11 écoles doctorales fonctionnelles depuis le 1er septembre 2017. Ce dispositif, Doctorat Bretagne-Loire, est fondé sur une école qu'on appelle l'école des docteurs, dont le directeur est Jean-Marie Lyon, qui est chargé de coordonner en fait ces 11 écoles doctorales, avec des missions qui sont relativement spécifiques. J'ai mis en vert celles qui nous paraissent les plus importantes, en tout cas celles pour lesquelles cette école des docteurs, cette école des docteurs fonctionne de façon relativement importante. La mise en place de procédures communes à l'ensemble des écoles doctorales, la création et la mise en œuvre de parcours de formation coordonnés, particulièrement les formations complémentaires ou les formations transversales, et le suivi de la poursuite des carrières des doctorants, j'en reparlerai un petit peu plus loin. Aussi, cette école doctorale prend corps dans des entités qui sont locales, les pôles ou les collèges doctoraux de sites. Et donc, il y a un pôle ou un collège doctoral sur chacun des sites, donc chacune de vos universités, à Angers, à Brest, au Mans, à Lorient-Vannes, à Nantes et à Rennes. Ces pôles ou collèges doctoraux rassemblent en fait tous les doctorants des écoles doctorales d'un site. Et globalement, leur mission ou leur fonction, c'est également de proposer une offre de formation transversale à l'ensemble des doctorants, d'apporter un soutien administratif aux écoles doctorales et puis également d'organiser des événements inter-écoles doctorales sur chaque site. Et donc, probablement, vous avez déjà eu des réunions de rentrée, ou vous aurez des réunions de rentrée au niveau de ces pôles doctoraux de sites. L'école doctorale, donc l'école doctorale ELIC, éducation, langage, interaction, cognition clinique, a pour mission de permettre un meilleur accompagnement possible de la doctorante, ce qui va du recrutement. Donc vous avez été recruté au sein de l'école doctorale,
de sa formation et de son suivi professionnel après la soutenance de la thèse. Et donc là, j'ai inscrit les missions, évidemment je ne vais pas toutes les reprendre, mais les missions principales de l'école doctorale. Donc recruter les doctorants et essayer de mettre en place des procédures qui permettent de les recruter dans les meilleures conditions, s'assurer de la qualité de l'encadrement, informer les candidats au doctorat sur les conditions d'accès, les compétences requises pour pouvoir s'inscrire en doctorat, et également la nature et la qualité des activités professionnelles qui pourraient être les leurs à l'issue de leur soutenance de thèse. Organiser les échanges scientifiques, donc c'est ce qu'on essaye, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, particulièrement dans la deuxième partie de la matinée et cet après-midi. Proposer une offre de formation disciplinaire, donc en fait l'offre, et je reparlerai un peu plus loin de cette offre de formation disciplinaire, l'offre de formation disciplinaire relève de l'école doctorale, alors que les offres de formation transversale, ou plus transversales, complémentaires, relèvent des pôles doctoraux et de l'école des docteurs. Mettre en place le suivi des doctorants. Alors, dans le contexte de l'UBL ou du dispositif Bretagne-Loire, cette mission-là a été un peu déportée, même si évidemment ça reste une mission importante pour l'école doctorale. Ça a été un peu déporté sur le dispositif régional, qui a pris en charge cette mission avec des moyens alloués spécifiques. Et enfin, s'assurer du suivi de l'encadrement de la thèse et du déroulement de la thèse au cours du doctorat des étudiants. Si je focalise un peu plus sur l'école doctorale ELIC, donc 409 doctorants ou doctorantes inscrites en 2019-2020, un peu plus de 50 soutenances par année, 128 titulaires HDR, et donc cette école doctorale est adossée à 13 unités de recherche. Donc théoriquement, vous avez votre unité de recherche inscrite sur la diapositive, je ne vais pas les lister toutes. 9 spécialités au sein de cette école doctorale et un adossement scientifique, si on devait le résumer, qui se trouve autour des interactions homme-homme, homme-environnement et homme-machine. Comme je l'évoquais, donc 7 établissements sont impliqués et sur chacun de ces établissements, il y a une direction adjointe de l'école doctorale, ELIC, et donc l'ensemble des directeurs et directrices adjointes de l'école doctorale ELIC sont sur la scène. Donc pour l'université de Bretagne occidentale, Gilles Kermarec, peut-être, voilà, vous connaissez peut-être. Sur l'université Rennes 1, Rennes 2, Elisabeth Richard. Le Mans Université, Jean-François Bourdet, mais pour peu de temps encore, puisque à partir du 1er janvier 2022, donc très rapidement, c'est Aude Bretonnier qui va prendre la succession de Jean-François. Pour l'université Bretagne Sud, Jacques Fischer-Locou, qui peut quand même lever son bras, c'est bien. Bravo. Pour l'université d'Angers, Didier Legal. Et enfin, pour l'université de Nantes, donc moi-même, Christophe Cornu, qui également coordonne la direction sur l'ensemble de ces sites. Ces écoles doctorales sont gérées par des gestionnaires de sites et de direction, dont certaines sont présentes, et je les en remercie, et participeront aux ateliers qui seront proposés cet après-midi, notamment concernant les questions administratives qui peuvent être les vôtres. Une gestionnaire de direction de l'école doctorale ELIC, dont les missions sont des missions de gestion des formations, gestion des appels d'offres, du site internet, l'organisation des instances ou l'organisation de ce type de journée interrégionale. Donc c'est Élodie Chassagne qui est dans le fond, que vous avez sûrement déjà repéré. Et puis des gestionnaires de sites, qui sont les gestionnaires avec lesquels probablement vous avez le plus d'interactions, ou vous devriez avoir le plus d'interactions, puisqu'elles sont responsables de la gestion des dossiers d'inscription, des modifications de réinscription chaque année. Aussi, ce sont vos interlocuteurs ou interlocutrices pour les soutenances de thèse. Bref, elles sont au plus près des doctorants de l'école doctorale et chevilles ouvrières de leur fonctionnement. Donc vous voyez que sur chacun des sites, je vais quand même les citer, pour l'université de Nantes, Hélène Tourigny, pour l'université d'Angers, Brigitte Broumalet et Karine Couturier, pour le Mans Université, Virginie Froger, pour l'université de Rennes 2, Joël Bisson, pour l'université de Bretagne occidentale, Rachel Villard, et pour l'université de Bretagne Sud, Nolwenn Chauvin.
Donc évidemment, ce sont vers elles qu'il faut préférentiellement vous diriger lorsque vous avez des questions ou des interrogations administratives sur votre thèse. L'école doctorale donc, est organisée autour d'un bureau qui est constitué en fait de l'ensemble des directeurs et directrices adjointes de l'école doctorale qui propose en fait un cadre et une stratégie de développement de l'école doctorale. Et puis il y a un conseil de l'école doctorale qui valide, enfin qui discute et qui valide, qui est en charge de la mise en place de la stratégie de développement de l'école doctorale. Ce conseil de l'école doctorale, il est constitué de 14 membres représentant des établissements ou des unités de recherche, de 2 représentants des personnels ingénieurs, de 5 doctorants ou doctorantes élus parmi les doctorants de l'école doctorale. Et donc, on a 5 titulaires et 5 suppléants, et 5 membres extérieurs de l'école doctorale. Ce conseil se réunit, le bureau et le conseil se réunissent très régulièrement. Ils se sont réunis tous les mois pendant longtemps avant la période Covid, en présentiel, en tournant sur chacun des sites pour justement essayer de bien percevoir ce qui se passe sur chacun de ces sites. Se réunit un peu moins depuis la période de Covid, parce qu'en plus on va passer sur un prochain contrat, donc la nécessité de se réunir de façon plus importante est un peu moins forte, mais globalement il y a des réunions très régulières de ce conseil de l'école doctorale, et vous avez dû voir, en tout cas les anciens doctorants ont pu voir que, et les directeurs d'unité ou les encadrants ont pu voir que tous les relevés de discussion et les relevés de décision sont transmis par mail à l'ensemble de tous les usagers de l'école doctorale. Donc on vous invite évidemment à les lire, parce qu'en fait les relevés de décision sont envoyés, sont adressés immédiatement après le conseil de l'école doctorale, pour qu'il n'y ait pas de délai entre le moment où une décision est prise et le moment où vous êtes informé de cette décision. Donc lisez-les, parce que c'est intéressant déjà, et parce que ça vous donne des informations précieuses. Alors, je parlais des représentants des doctorants au sein du conseil. Donc, j'ai ici listé les doctorants qui sont actuellement titulaires et suppléants. Vous voyez qu'il n'y a plus que 2 suppléants, parce qu'évidemment, au fur et à mesure que les étudiants représentants au conseil de l'école doctorale soutiennent leur thèse, eh bien, ils ne peuvent plus siéger. Donc, on a actuellement 5 titulaires et 2 suppléants. Ils sont tous, qu'ils soient suppléants ou titulaires, invités au conseil de l'école doctorale, à y participer bien évidemment, même s'il n'y a que 5 voix pour ce collège, ils participent tous à ces conseils. Et surtout, ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que vous avez la possibilité de les contacter en amont des conseils, pour toute question qui vous paraîtrait pertinente à traiter par le conseil de l'école doctorale. Donc n'hésitez pas à les solliciter, de la même manière que depuis que certains doctorants ont soutenu, il y a un déséquilibre dans la représentation géographique en fait des représentants des doctorants au sein de l'école doctorale, et donc ils se sont engagés à vous solliciter en amont pour justement vous sonder et le cas échéant faire remonter des questions qui seraient les vôtres au conseil. Vous pouvez pour ce faire soit utiliser les adresses mail personnelles des universitaires, des représentants qui sont dans les livrets, et ils sont sur le site de l'école doctorale. Également, ils ont créé une adresse générique à partir de laquelle ils vous ont sollicité pour cette journée, qui peut être aussi mobilisée à cet effet. Au sein du conseil de l'école doctorale, un certain nombre de missions ont été créées. Et donc là, je vais passer assez vite, c'est juste pour que vous sachiez que ces missions existent, et elles sont mobilisées par des doctorants de l'école doctorale. Relations internationales de l'école doctorale ELIC. Et donc là, l'idée, c'est de communiquer auprès des doctorants un certain nombre d'informations qui pourraient être pertinentes et intéressantes pour celles et ceux qui souhaiteraient partir à l'étranger, ou au contraire pour certains étrangers qui souhaiteraient venir en France. Et également chargé de faire un bilan sur l'évolution ou la situation de l'école doctorale du point de vue de nos relations internationales. Donc c'est Émilie Pété qui est en charge de cette mission.
Une mission référente communication de l'école doctorale ELIC, et là c'est également Émilie Pété et Marine Leblanc qui sont en charge de cette mission, qui vise à faire évoluer le site de l'école doctorale. Et donc si vous avez par exemple des remarques à formuler sur ce qui est sur le site ou ce qui n'est pas sur le site et qui vous paraîtrait intéressant, par exemple vous pouvez faire remonter ces demandes ou ces propositions à Émilie ou à Marine. Et elles ont aussi produit un certain nombre de fiches outils qui sont disponibles sur le site pour vous aider. Parfois, il y a des questions qui sont assez récurrentes des doctorants sur l'organisation de la soutenance, sur le CSI, sur un certain nombre d'autres éléments, d'autres actions. Donc, elles ont créé des fiches qui sont censées, ou qui vous permettent, elles ne sont pas censées, de mieux comprendre un petit peu le fonctionnement pour ces actions au sein de l'école doctorale. Donc, ces fiches outils, elles sont sur le site de l'ED. Aussi, vous avez pu voir dans les documents qui vous ont été transmis l'annuaire de l'école doctorale, et on est très fiers de vous adresser cet annuaire, parce que c'est en fait un document collector, puisqu'il n'y en aura pas d'autre, dans la mesure où nous avons créé cet annuaire de l'école doctorale ELIC, ça nous semblait super important pour bien un suivi plus efficace des doctorants, et éventuellement aussi, c'était ça l'idée, de créer du réseau, c'est-à-dire que si vous voyez qu'un tel ou une telle, ayant fait une thèse dans votre domaine, travaille dans telle entreprise ou dans telle structure et que ça vous intéresse de les contacter, ça puisse se faire. Et donc oui, je vous disais que ce serait collector parce que c'est l'annuaire de l'école doctorale ELIC, et comme je vous le disais, à partir de l'année prochaine, on va se séparer malheureusement, mais on se retrouvera de temps en temps. On a prévu ça avec Elisabeth. Et donc cet annuaire a été produit par des doctorants de l'école doctorale, sous l'égide de Camille Humeau, je ne sais pas si elle est présente, mais qui a piloté ce travail. Et nous avons besoin de nouveaux volontaires pour faire perdurer cette action, parce que quand bien même on ne serait plus ELIC, mais on sera ECLIS et ELIS, ces actions-là, elles doivent pouvoir se poursuivre. Et donc on a besoin de volontaires pour faire évoluer l'annuaire, c'est-à-dire intégrer les nouvelles fiches, puisque chaque année on a des nouveaux doctorants qui soutiennent. Aussi, il y a des évolutions de carrière, donc il faut quand même réactualiser les fiches qui ont été mises dans cet annuaire. Et aussi pour bien aller un peu au-delà, à partir de ce travail, d'organiser des rencontres entre docteurs de l'école doctorale et doctorants de l'école doctorale. Et donc cet outil, cet annuaire va nous permettre de le faire, mais on a besoin, et je fais un appel ici aujourd'hui à celles et ceux qui souhaiteraient s'y engager, on a besoin de quelqu'un pour mener à bien cette mission, en collaboration évidemment avec le bureau. Chacune des personnes qui prend en charge une mission n'est pas isolée seule, elle travaille en concertation avec le bureau bien évidemment. Autre mission sondage formation, donc c'est Camille Humeau qui est en charge de cette mission. L'idée ici, c'est, comme je vais vous le présenter juste après, l'école doctorale est en charge de vous proposer des formations disciplinaires. Et donc systématiquement, depuis 2-3 ans, on procède par sondage auprès de vous pour identifier les besoins potentiels ou les manques potentiels et essayer de voir comment on peut les combler. Et donc ces enquêtes sont formalisées, vous sont adressées et ensuite elles sont traitées au conseil de l'école doctorale pour essayer de répondre au mieux à vos attentes et à vos besoins. Mission récurrente, l'organisation de ce type de journée. Il y a 2 journées de l'école doctorale dans l'année. Il y en a une en avril 2021, malheureusement, qui n'a pas pu se faire en présentiel compte tenu de la crise sanitaire, mais qui s'est déroulée en visioconférence, qui était un vrai succès. Et donc aujourd'hui. Et donc ces manifestations, elles sont organisées par un comité d'organisation qu'on vous présente tout à l'heure, qui est constitué de doctorants et qui travaille avec le bureau, avec certains membres du bureau de l'école doctorale. Et donc là aussi, systématiquement, quand on organise ces journées-là, on fait appel à des doctorants volontaires pour organiser ce type de journée. Bon, il y a quelques autres missions qui sont envisagées, mais qui sont relativement chronophages. On aura l'occasion d'en reparler. Je vais pas détailler ça aujourd'hui. Simplement insister sur le fait que je l'ai un peu fait en vous présentant ces missions. Ces missions, elles sont indispensables pour que l'ED fonctionne de façon optimale à votre service. Ces missions-là, elles sont mises en place pour vous. Et donc,
il est important que vous répondiez favorablement à nos sollicitations lorsqu'elles arrivent. Ce sont des expériences, vous pourrez échanger au moment du repas avec les membres du comité d'organisation. Ce sont des expériences qui sont très enrichissantes et qui sont par ailleurs valorisées par des crédits d'heures de formation pour l'école doctorale. Et donc j'en profite ici pour remercier toutes celles et ceux, pas seulement celles et ceux qui sont investis dans l'organisation de cette journée, mais pendant les 3 dernières années qui sont investis à l'organisation des manifestations et la prise en charge de ces missions au sein de l'école doctorale. Enfin, pour terminer sur la présentation générale de l'école doctorale, vous dire que évidemment cette école doctorale, elle fonctionne sur la base d'un règlement intérieur qui a été voté, qui est modifié de temps en temps lorsque c'est nécessaire par le conseil de l'école doctorale. Ce règlement intérieur, il est aussi dans le livret du doctorat, donc il est annexé au livret de doctorat, donc je vous invite évidemment à le regarder. Ce règlement intérieur précise la gouvernance, celle que je viens de vous la décrire, les modalités d'inscription en première année, mais ça, puisque vous êtes ici, c'est qu'a priori vous avez déjà passé ce cap. Les modalités de réinscription chaque année, le taux d'encadrement des thèses, ça c'est pour plutôt les encadrants, les directeurs de thèse. Les modalités de formation, qu'elles soient disciplinaires ou transversales, les modalités de dérogation éventuelles qui peuvent exister selon les statuts des uns et des autres, les formalités de soutenance, le suivi après la soutenance et également les modalités de médiation. Et alors donc, juste attirer votre attention sur ce dernier point parce que il nous arrive évidemment de façon assez rare, mais ça arrive quand même, d'être sollicité pour mettre en place ces modalités de médiation. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas attendre que les problèmes soient importants. C'est rare, encore une fois, mais ça peut arriver. Ne pas attendre que les problèmes soient quasiment insolvables pour solliciter l'école doctorale. Alors déjà, la première démarche, c'est évidemment d'en discuter, si c'est possible, avec la direction de thèse. Ensuite, avec la direction du laboratoire, et si vraiment il y a une vraie difficulté, solliciter l'école doctorale, qui, selon le règlement intérieur et selon la charte du doctorat, eh bien, procédera à une médiation. Mais évidemment, quand on en arrive à la médiation, c'est que déjà, c'est que les choses sont un peu compliquées. Donc ne pas attendre, dès qu'on sent qu'il y a un problème potentiel, essayer de le régler auprès du laboratoire. C'est en général plus facile à ce niveau-là que lorsqu'on arrive au niveau de la médiation. Alors, quelques points maintenant sur les dispositifs qui sont mis en place au service du doctorant ou de la doctorante. Donc je vais passer un peu plus vite sur certains points que sur d'autres. Bon, d'abord, évidemment, vous êtes inscrit en thèse, donc j'imagine que vous avez déjà une idée de la manière dont les choses se mettent en place et des exigences qui sont celles d'un doctorant en thèse, donc projet original, qui vous permettra d'obtenir un diplôme Bac+8 qui est reconnu à l'international. Donc vous avez passé la procédure d'admission. Pendant la thèse, il y a 2 choses qui vont être importantes. Évidemment, ce sont les formations que vous allez devoir suivre, et notamment les 100 heures de formation. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Et aussi le suivi, puisqu'en fait, vous allez avoir un comité de suivi individuel de proposer pour vous suivre tout au long de votre parcours de thèse. Globalement, votre thèse, normalement, elle dure 3 ans. La durée d'une thèse, c'est 3 ans. Il peut y avoir évidemment quelques... Alors, c'est pas vrai sur tous les sites, malheureusement. Ça n'a pas été harmonisé sur tous les sites, mais il peut y avoir des demandes de majoration sur certains sites pour les doctorants qui sont salariés, et donc qui leur permet de faire leur thèse en 6 ans. Donc il faut vous renseigner auprès de l'établissement concerné. Concernant cette organisation de la thèse, simplement, il y a souvent un moment clé, évidemment, c'est la période où on commence à envisager la soutenance de thèse. Et pour ce faire, il y a un certain nombre d'actions administratives à mener. Et donc, ce qu'on vous suggère évidemment ici, c'est d'essayer d'anticiper au plus ces actes administratifs. Ce sont les gestionnaires de sites qui nous incitent à vous rappeler cela.
bien évidemment, parce que il y a des délais qui sont incompressibles et on pourrait se dire qu'a priori ces délais pourraient être réduits, mais en fait c'est une grosse machine administrative et il y a des délais qu'on peut pas réduire. Donc pensez à anticiper bien les choses. Et par exemple, si vous déposez un dossier pour une soutenance, eh bien c'est 9 semaines avant la date de soutenance prévue et les vacances ne sont pas comptabilisées dans ces 9 semaines. Donc s'il y a une période de vacances, hein, si vous voulez soutenir en septembre, les 2 mois avant ou le mois et demi avant, c'est pas un mois et demi qui compte dans les 9 semaines. Donc bref, anticipez les choses le plus possible. Vous avez signé la charte du doctorat qui indique les droits et les devoirs de la doctorante. Et donc c'est un contrat en fait. Hein. Quand vous avez signé pour réaliser une thèse, vous avez signé un contrat entre vous évidemment et votre direction de thèse, et aussi entre ce binôme et la direction de l'unité de recherche. Et donc ça signifie que vous avez des droits, bien évidemment, et comme vous avez également des devoirs dans le cadre de ce contrat qui a été signé. Et en fait, l'école doctorale et l'établissement est chargé de vérifier que ces droits et ces devoirs sont bien pris en compte. Alors, par exemple, si on veut essayer de montrer quelques exemples de droits et de devoirs, le doctorant ou la doctorante s'engage sur un temps, sur un rythme de travail. Il doit informer ses directions de thèse de l'état d'avancement de son travail. Il doit informer aussi la direction de thèse des difficultés qu'il rencontre. Il n'est pas isolé. Aussi, le ou la doctorante est pleinement intégré dans son laboratoire. De la même manière, donc il n'est pas isolé. Il doit avoir accès aux mêmes moyens que les chercheurs de l'unité. Donc ça, c'est évidemment inscrit dans la charte. Et il a la possibilité d'assister aux séminaires, aux conférences, et il doit pouvoir présenter son travail dans des réunions scientifiques. Donc ça, c'est des exemples de droits et de devoirs, bien évidemment, mais je vous invite à lire la charte du doctorat qui est également dans le livret du doctorant qu'on vous a distribué aujourd'hui, parce que cette charte a été signée, donc c'est ce qui contractualise votre travail avec la direction de thèse et avec le laboratoire. Les formations, donc j'évoquais ça tout à l'heure. Globalement, ces formations, vous avez compris, elles sont de deux types, les formations disciplinaires ou transversales et les formations disciplinaires et les formations complémentaires et transversales. L'objectif de ces formations, c'est évidemment d'approfondir votre formation et de vous préparer à la poursuite de la thèse. Et donc, vous êtes dans l'obligation, pour pouvoir soutenir, de réaliser 100 heures de formation. Ces formations disciplinaires, donc, qui sont proposées par l'école doctorale, ce sont des formations qui sont a priori plus scientifiques que les formations transversales ou complémentaires qui pourront vous être proposées par l'école des docteurs et par les pôles doctoraux. Et donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, un certain nombre de sondages sont réalisés auprès de vous. Et donc, je vous invite évidemment à répondre à ces sondages pour que nous puissions le mieux possible adapter nos formations à vos besoins. Il est possible que, alors, sans rentrer trop dans les détails, jusqu'à présent, en Bretagne, le logiciel qui était utilisé, c'est le logiciel Amétis, et en Pays de la Loire, c'est le logiciel l'UNAM Docteur. Et en fait, il y avait des difficultés à faire en sorte, notamment avec l'UNAM Docteur, que des doctorants d'une école doctorale puissent faire des formations proposées par une autre école doctorale. Ça peut arriver que des doctorants soient intéressés par une formation réalisée dans une autre école doctorale. Avec les logiciels Amétis maintenant qui sont utilisés à la fois en Bretagne et en Pays de la Loire, cette difficulté est levée, même si évidemment les doctorants d'une école doctorale sont prioritaires sur les formations proposées par cette école doctorale. Mais maintenant, cette possibilité que de réaliser une formation d'une autre école doctorale vous est offerte. Bon, et les formations complémentaires, ce sont des formations qui sont davantage d'ouverture et qui sont proposées par l'école des docteurs et par les pôles doctoraux. Juste deux points importants. Le premier, c'est qu'il est impératif de réaliser une formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique. Ça, c'est obligatoire. Et le conseil de l'école doctorale a fixé le volume horaire minimum pour cette formation qui est de 12 heures. Donc ça, c'est incompressible.
Et par ailleurs, aussi, on vous invite à ne pas attendre la dernière année pour finaliser vos senteurs de formation. Parce que souvent, on voit des dossiers arriver, il manque quelques heures, ou l'inscription de deuxième à troisième année, et on sent que la troisième année, évidemment, elle est plutôt une année dans laquelle vous allez vous engager dans la finalisation des traitements des données, si ce n'est pas le cas, et surtout la rédaction de la thèse. Vous n'avez plus trop le temps de vous mettre dans une formation. Donc essayez d'anticiper au maximum et de faire vos formations dans les 2 premières années de votre thèse. Alors ça, c'est juste un point. Ça, ce sont les formations qui étaient offertes à l'école doctorale l'an passé. Juste un point qui est extrêmement important pour nous, parce que, comme vous le savez, pour les formations, il y a des jauges. Donc on ne peut pas faire une formation. Enfin, la plupart du temps, ces formations-là, elles sont relativement appliquées, donc il y a des jauges de candidats qui acceptés pour ces formations. Et il y a des listes d'attente. Et il arrive très régulièrement que bien on empêche des candidats de faire une formation alors que certains qui se sont inscrits n'y viennent pas. Et ça, c'est tout juste insupportable et inadmissible. Et donc, je vous le dis, de façon là, je suis un peu direct quand je dis ça, parce qu'on a déjà relancé les doctorants pour leur expliquer que quand ils s'engageaient vis-à-vis des formateurs, bien évidemment, mais ils s'engagent aussi vis-à-vis de leurs collègues qui aimeraient bien la faire et qui, finalement, ne peuvent pas s'inscrire. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, si vous vous engagez dans une formation, sauf évidemment en cas de force majeure, mais si vous vous engagez dans une formation, allez-y. Ou alors, si vous ne pouvez finalement plus y aller, indiquez-le nous pour qu'on puisse intégrer ceux qui sont sur liste d'attente. Vous voyez, c'est pas... Ici, il y avait 10 inscrits, 3-4 présents. Même pour le formateur, c'est pas top, quoi. Il y en a d'autres, hein. Ici, vous voyez, il y avait 20 personnes sur liste d'attente, il y a 11 présents alors qu'il y avait 15 possibles. Enfin, voilà, bref, des exemples comme ça, on en a pas mal. Chaque année, on se dit que c'est un problème, chaque année, on essaie de le régler, et chaque année, on n'y arrive pas. Donc là, je vous le dis direct. Voilà, c'est une vraie difficulté. Si on pouvait la lever, ce serait quand même satisfaisant. Aussi, depuis l'année dernière, même si la période Covid a un petit peu brisé cette dynamique, on a échangé avec les directeurs de laboratoire et les directrices de laboratoire pour qu'elles permettent aux étudiants, aux doctorants de l'école doctorale d'assister à des séminaires, à des ateliers spécifiques qu'ils organisent, que ces laboratoires organisent. Et donc, il y a un programme qui va être réactualisé de ces manifestations. Et donc, il faudra passer par la gestionnaire de l'école doctorale, par Élodie Chassagne, pour, si vous êtes intéressé par une de ces formations, vous inscrire, de telle sorte qu'on puisse informer le laboratoire que eh bien, certains doctorants de l'école doctorale participeront à leurs ateliers, à leurs séminaires ou à leurs conférences. Concernant les formations, elles sont validées par l'organisateur de la formation. Donc, il y a des feuilles d'émargement qui sont distribuées. D'ailleurs, il y a aussi des feuilles de satisfaction qui sont transmises à la fois aux encadrants et aux doctorants qui ont suivi la formation pour évidemment avoir un avis sur ces questions-là. Parallèlement aux formations qu'on met en place, il y a aussi des formations dites hors catalogue ou initiatives personnelles qui peuvent être mobilisées et comptabilisées dans les 100 heures de formation. Cette grille de formation hors catalogue ou initiative personnelle est également dans le livret des doctorants. Donc vous pouvez vous y référer, elle est annexée. Et donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'actions que tout doctorant mène au sein de son unité. Participation à des séminaires, organisation de séminaires, participation à des colloques, communication scientifique dans un colloque ou bien publication scientifique. Tout ça donne lieu à des formations, à des créditeurs de formation. Et donc vous pouvez évidemment vous emparer de ces dispositifs-là. La limite, c'est 70%. C'est-à-dire qu'il y a un plafond. On ne peut pas réaliser plus de 70% des heures de formation par ce type de dispositif. Voilà pour les formations. Juste un dernier point concernant les doctorants salariés, parce qu'en fait, au sein de l'école doctorale, il y en a pas mal finalement de doctorants qui sont des doctorants salariés. Donc pour ces doctorants salariés, il y a une possibilité
de faire des demandes de dispense de volume horaire de formation. Et donc pour ce faire, hein, la demande doit être adressée à la directrice ou au directeur de l'école doctorale dont il dépend, donc sur son site, en donc formulant sa demande et puis en annexant les justificatifs, notamment les attestations d'employeur, qui précisent le volume horaire, en fait, si c'est un emploi à temps plein, si c'est un emploi à temps partiel. Et donc l'école doctorale et sa direction statuera sur le volume d'heures de formation dispensées. Le comité de suivi individuel, ça c'est quelque chose qui est évidemment, de notre point de vue, extrêmement important, qui est mis en place pour faire en sorte de s'assurer du bon déroulement du travail de thèse. Et c'est également, donc il y a un certain nombre de questions. On a mis en place on a travaillé au sein du conseil de l'école doctorale sur un document qui liste un certain nombre de points pour s'assurer que sur ces points-là, il n'y a pas de difficulté particulière et que s'il y a une difficulté, eh bien, il y a des recommandations qui soient faites pour que justement on essaye de pallier ces difficultés au plus rapidement. Et également ces CSI, donc, qui servent à s'assurer du bon déroulement du travail de thèse, mais également à prévenir d'éventuels conflits dont je parlais tout à l'heure. Un comité de suivi individuel, une réunion de comité de suivi individuel doit théoriquement prévoir un temps d'échange. Alors déjà, la direction de thèse n'est pas nécessairement conviée, hein. Elle peut l'être évidemment, mais c'est pas une obligation. Mais si elle l'est, il faut nécessairement un temps d'échange entre le comité de suivi individuel et le doctorant seul, pour justement qu'ils soient en capacité, s'ils le souhaitent, d'évoquer de façon assez libre et directe, sans sa direction de thèse, les éventuelles difficultés ou problèmes qu'ils rencontrent. Donc ça, c'est aussi un point important, hein, si vous mettez en place ces comités individuels et qu'il y a une difficulté. Et si ce n'est pas proposé, vous pouvez demander à avoir un temps seul avec la direction, avec le comité de suivi individuel. Ce comité de suivi individuel est réuni au moins une fois par an, notamment au moment de l'inscription, parce qu'on a besoin du rapport du comité de suivi individuel pour pouvoir vous réinscrire en deuxième année. Et donc votre premier comité de suivi individuel se fait en général à la fin de la première année, et ensuite avant chaque année de réinscription. Et donc, comme je le disais, il recommande, il fait un certain nombre de recommandations si besoin, il rend un avis sur l'autorisation à s'inscrire, il donne un avis favorable, défavorable, favorable avec réserve sur la réinscription en thèse du doctorant. Un point d'attention particulière est porté au sein d'école doctorale à l'ouverture à l'international. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une mission qui était dédiée à ce point spécifique. Et donc, globalement, en 2019-2020, il y avait 26 co-tutelles. Et on a mis en place des appels d'offres qui, justement, étaient susceptibles de favoriser le développement de ces relations internationales. Donc, un appel d'offres mobilité. Et donc, pour cet appel d'offres mobilité, vous avez 2 appels d'offres par an. Et donc, il y en a un qui est en cours, d'ailleurs, pour lequel vous pouvez répondre jusqu'au 3 décembre, puisque le conseil de l'école doctorale du 16 décembre va statuer sur ces demandes. Et donc là, il s'agit de cofinancer, enfin de participer au financement d'un colloque ou d'un séjour à l'étranger, relativement court. Donc tous les formulaires pour ces appels d'offres sont sur le site de l'école doctorale. Il y a un certain nombre de critères que je ne vais pas détailler ici, mais globalement, on est parti sur le fait qu'il pouvait y avoir 3 demandes de subvention pour un doctorant sur l'ensemble de sa thèse. Aussi, et ça c'est quand même important de le noter, que si on veut pouvoir bénéficier de ces subventions d'aide à la mobilité, il faut impérativement que la demande sollicitée auprès de l'école doctorale soit équivalente à celle au financement proposé par l'unité de recherche. C'est-à-dire que là, l'école doctorale ne financera ces déplacements que si l'unité de recherche finance également le déplacement, sauf si l'unité de recherche nous justifie le fait qu'elle n'est pas en capacité de cofinancer.
Ça, c'est surtout pour les petites unités de recherche dont les financements sont relativement faibles, pour leur permettre quand même d'envoyer leurs doctorants à l'étranger. Et donc vous voyez que ça, c'est une politique qui a été mise en place notamment en 2020, malheureusement bloquée par le Covid, simplement pour vous montrer que on l'a communiqué pas mal et que ça a quand même porté ses fruits, puisque vous voyez qu'en 2019, il y a eu 2 appels d'offres dans l'année, et globalement, l'ED a financé 32 doctorants pour un budget de 11 000 euros. Et en 2020, donc on a eu un seul appel d'offres, puisque le second a été bloqué en raison de la pandémie Covid, et qu'avec un seul appel d'offres, on avait financé 23 doctorants pour un budget de quasiment 10 980 euros, donc équivalent à celui qu'on avait mobilisé pour l'ensemble de l'année 2019. Donc il y avait vraiment une dynamique qui s'était enclenchée, qui a été bloquée par le Covid, mais c'est une dynamique qu'on va évidemment réenclencher au sein des 2 écoles doctorales, ELIS et ECLIS. On a aussi très récemment mis en place un 2e appel d'offres mobilité, mais pour les séjours longue durée, de plus de 2 mois. Ces modalités de financement sont encore une fois sur le site de l'école doctorale, donc je vous invite à aller voir. Là, j'évoque juste le fait que ça existe pour que vous l'ayez au moins entendu une fois et qu'après vous alliez voir ce qu'il est possible de financer. Mais là, un plafond de 1 250 euros pour ces aides, avec la possibilité initialement de faire des demandes au fil de l'eau, mais cette possibilité a été suspendue depuis 2021 parce qu'on n'a pas de visibilité très claire sur notre budget de l'année prochaine. Puisqu'en fait, l'année prochaine, c'est une année au cours de laquelle on va être ED et ELIC pendant le premier semestre, et puis ED, ECLIS et ELIS pour la 2e partie de l'année. Donc le budget n'est pas encore vraiment bien consolidé. Donc, pour ne pas que l'ED se retrouve dans le rouge, on a préféré suspendre les demandes au fil de l'eau. Alors bien évidemment, vous voyez que ce sont des budgets qui sont assez conséquents. 1 250 euros, c'est quand même important. Et donc chaque année, au conseil de l'école doctorale, un budget, une enveloppe budgétaire est allouée pour chacune des actions mises en œuvre. Et évidemment, si jusqu'à présent c'est pas arrivé, mais si il y avait beaucoup de demandes et que la somme totale de ces demandes dépassait le budget alloué pour cette action, évidemment, il y a des arbitrages qui sont faits en conseil de l'ED pour financer tel ou tel doctorant et malheureusement ne pas financer ceux qui ne pourraient pas l'être. Aussi, l'école doctorale propose d'autres types d'appels d'offres. Donc les appels d'offres mobilité, je viens d'en parler. Appel d'offres aide à l'organisation de colloques. Donc là, il y a un appel d'offres par an pour l'année qui suit. Appel d'offres, et ça aussi c'est nouveau, on l'a mis en place très récemment. Appel d'offres aide à la correction d'articles scientifiques ou à la correction linguistique de la thèse. Pour ceux qui devraient rédiger une thèse dans une langue qui ne serait pas leur langue native. Et donc là, les conditions sont également sur le site de l'école doctorale, donc je vais pas les détailler ici, mais encore une fois, sachez que ça existe et que vous pouvez le demander une fois au cours de votre thèse, donc soit pour une publication scientifique, soit pour la rédaction de votre thèse, là encore, si cette rédaction se fait dans une langue qui n'est pas la vôtre. Donc tous ces formulaires, tous les formulaires, les conditions d'éligibilité sont sur le site de l'école doctorale, donc je vous invite évidemment à aller voir ce site de l'école doctorale. Organisation de journée de l'école doctorale ou manifestation scientifique, donc là c'est une des missions, si vous avez retenu ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les missions de l'école doctorale, c'est une des missions que de faire en sorte que les doctorants de l'école doctorale se rencontrent, échangent entre eux. Et évidemment, c'est important. Donc, ces temps d'échange se font sous l'impulsion du bureau et du conseil de l'école doctorale, mais évidemment organisés par des doctorants de l'école doctorale. Ça, on y tient, à ce que les doctorants soient impliqués dans la fabrication de ces temps ou dans l'organisation de ces temps. Actuellement, les programmations se font semestriellement, c'est-à-dire qu'on en a 2 par an, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc, cette année, on a eu la journée de rentrée aujourd'hui, puis on a eu la journée de l'ED d'avril 2021. Et vous pourrez d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas présents, qui n'ont pas pu participer à cette journée d'études, vous pourrez
revoir les communications, les ateliers qui se sont déroulés lors de cette journée dans un des ateliers de cet après-midi, dans une des salles, où vous seront présentés le livret numérique et la chaîne YouTube qui a été développée à cette occasion. Et donc là, j'en profite d'ailleurs pour remercier Dolly Ramella, je crois qu'elle est présente, qui a été une cheville ouvrière de cette journée d'études. Et donc la prochaine journée, théoriquement, devrait se dérouler, si la pandémie ne nous rattrape pas, le 22 mars, même si cette date-là doit encore être confirmée. Je vous invite à la retenir. Théoriquement, on devrait pouvoir se retrouver à ce moment-là. Je crois d'ailleurs que ça sera au Mans, mais j'en suis pas sûr. J'ai pas vu le calendrier, mais t'es pas au courant? Pour conclure sur cette présentation, ou presque conclure cette présentation, quelques autres rendez-vous importants de l'école doctorale, mais pas que de l'école doctorale en fait. Les doctoriales, qui correspondent à un temps unique de rencontre entre les doctorants des différentes écoles doctorales et le monde de l'entreprise. Et donc c'est un temps qui est dévolu à la réflexion sur la recherche et l'innovation, donc très intéressant. Et un temps de rencontre privilégié entre les doctorants et les acteurs du monde socio-économique. Elles sont organisées tous les ans. On n'a pas d'informations précises sur leur organisation en 2022. Donc je sais pas à mon stade si elles seront organisées ou pas, mais enfin, soyez vigilants, parce que si elles le sont, le nombre de places par école doctorale est relativement limité, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter rapidement. Et un autre temps important qui lui, par contre, va se dérouler cette année, c'est ma thèse en 180 secondes. Et donc là, l'idée, c'est de présenter votre travail de thèse en 3 minutes. Vous avez sûrement déjà vu des exemples de ce type de concours. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant à faire. C'est un exercice un peu particulier. D'ailleurs, l'exercice, il va être assez comparable à celui de vos collègues qui vont présenter tout à l'heure, puisqu'en fait, ils auront leur thèse en 1 diapo et 5 minutes. Donc, il faudra juste réduire de 2 minutes, mais ils seront pas loin. Donc, bref, c'est intéressant hein, parce que c'est une présentation grand public et il arrive parfois que dans le public, eh bien, il y a des entrepreneurs ou il y a des acteurs du monde socio-économique qui soient intéressés par ce qui est présenté et c'est déjà arrivé que les candidats soient ensuite approchés et puissent être embauchés à l'issue de leur thèse. Alors ça n'arrive pas à tout le monde évidemment, mais c'est une possibilité et donc c'est un exercice qui est intéressant. Pour ce faire, il y a une formation qui est organisée, je crois, par l'école des docteurs. En tout cas, les inscriptions sont en cours et elles peuvent se faire jusqu'au 3 décembre, donc il reste peu de temps pour s'inscrire à la formation. Et puis ensuite, eh bien, il y a un concours local, il y a un concours interrégional et puis national. Et puis il y a même, je n'ai pas noté sur la diapositive, mais il y a même une finale internationale. Je crois que c'est en septembre 2022 pour ceux qui arrivent. On n'a jamais... je crois qu'on est allé jusqu'à la finale interrégionale, hein, parce que forcément on n'est que nous. Mais en revanche, on n'est pas allé beaucoup plus loin. Donc si parmi vous, des candidats pouvaient aller plus loin, on serait super heureux, quoi. Donc n'hésitez pas. Suivi de carrière, je vous ai dit, c'est un élément important, une mission importante de l'école doctorale qui a été déportée vers l'école des docteurs, qui s'est emparée en fait de ce dispositif. Et c'est pas plus mal c'est pas plus mal. Ça nécessite quand même des moyens pour pouvoir être réalisé correctement. Et l'école doctorale, très honnêtement, n'a pas ces moyens. Donc en fait, on est très heureux que ce soit l'école des docteurs qui ait pris en charge ce dossier. Je vous passe sur les qualités d'un bon docteur. Je reviendrai tout à l'heure sur les compétences qui sont celles attendues d'un docteur. Mais globalement, vous avez la possibilité d'aller sur le site de l'Observatoire pour regarder, étudier toutes les fiches qui ont été produites suite au sondage fait auprès des doctorants de l'école doctorale ELIC. Et d'ailleurs, vous avez accès même à ce qui se passe dans les autres écoles doctorales.
J'en profite également pour vous dire que, bien évidemment, pour ceux qui vont soutenir, il est hyper important de répondre aux sollicitations qui sont faites. C'est important pour les doctorants qui vont rentrer, enfin qui sont actuellement dans l'école doctorale ou qui vont rentrer dans l'école doctorale après vous, d'avoir une idée de ce que sont devenus les doctorants de l'école doctorale. Donc, si vous êtes sollicité une fois que vous aurez soutenu votre thèse par l'école des docteurs ou par une structure équivalente pour faire un sondage sur votre devenir, merci d'y répondre, parce qu'évidemment, ça rendra service aux futurs doctorants. Juste pour que vous voyez de quoi il retourne sur ces fiches. Donc là, je vous ai présenté les fiches des docteurs de 2015 qui ont été sondés en 2018, donc 3 ans après en fait. Et donc vous voyez que sur ces fiches... Ah pardon, je me suis trompé de... Excusez-moi. Sur ces fiches, vous avez des informations relatives, bien évidemment, aux répondeurs, à ceux qui ont répondu. Donc vous voyez ici, le taux de réponse est de 83%. Donc c'est pas mal. Disons que ça permet d'avoir une bonne idée de ce qui s'est passé cette année. Donc là, puisqu'on était birégional, des caractérisations de localisation de ces doctorants, des exemples des éléments relatifs au financement de ces doctorants, et puis leur situation générale en 2018. Donc on voit ici que bien sur les 35 qui ont répondu, il y en avait 26 qui étaient en emploi 3 ans après leur thèse. Aussi, on voit que parmi tous ceux qui sont présentés à la qualification pour devenir maître de conférence, donc là, globalement, il y en avait 16, 14 l'ont obtenu. Donc voilà, des informations macroscopiques sur ces doctorants et leur devenir. Et ensuite, vous avez peut-être de façon plus intéressante, mais on n'a pas vraiment le temps de détailler ça aujourd'hui, mais il faudrait qu'on fasse d'ailleurs une séquence spécifique, un atelier spécifique pour évoquer ces questions-là au cours d'une des journées de l'école doctorale. Mais vous avez des informations plus précises sur le contrat de travail de ces doctorants, sur le type d'emploi, est-ce que c'est un CDD, est-ce que c'est des CDI, les principales activités, et puis évidemment un point qui est important à considérer, c'est le regard des docteurs sur leur activité. Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur activité? Et donc il y a plusieurs critères, la localisation de l'emploi, la rémunération, l'intérêt du poste, le niveau de responsabilité. Et donc vous voyez que globalement quand même, il y a un peu plus de rouge foncé que de blanc. Donc les doctorants sont globalement, enfin les docteurs d'ailleurs, sont globalement plutôt satisfaits des emplois qu'ils occupent. Et vous avez aussi un élément qui est intéressant, qui est l'adéquation de l'emploi avec le secteur disciplinaire du doctorat, la thématique du sujet de thèse et le niveau de formation. Ça, c'est évidemment important parce qu'on peut avoir des doctorants ou des docteurs qui sont en emploi, mais dans des emplois qui n'ont rien à voir avec leur thèse. Et donc là, on voit que globalement, quand même, les docteurs qui sortent de l'école doctorale ELIC ont un emploi qui est très majoritairement en lien avec ce qu'ils ont développé au cours de leur doctorat. Et donc ça me permet d'évoquer avec vous le fait que cet après-midi, il y aura une table ronde et un atelier extrêmement intéressant sur ce sujet-là. Bon, et puis, même chose, mais je vais passer plus rapidement. On a aussi des statistiques à 1 an. Donc là, ce sont des statistiques sur les docteurs de 2017 en 2018. Donc là, on a un taux de réponse qui est un peu plus faible. Mais donc, vous avez le même type d'informations sur l'emploi, sur les compétences qui sont mobilisées par les doctorants ou par les docteurs dans leur travail. Donc des indicateurs qui sont sensibles, qui sont relativement intéressants à analyser dans le détail. Même chose, le regard, ça, je pense que c'est peut-être le plus important. C'est comment ces docteurs perçoivent leur emploi
comment est-ce que cet emploi est en adéquation ou pas avec leur travail de thèse. Et là encore, on a un autre indicateur qui est la plus-value du doctorat pour accéder à un emploi. C'est-à-dire, est-ce que ça a été un plus d'avoir un doctorat pour accéder à l'emploi? Et ça, évidemment, ce sont des critères qui sont relativement pertinents et intéressants. Alors, pour aller un peu plus loin dans ce domaine, globalement, il y a un certain nombre d'études qui sont réalisées pour évoquer les compétences attendues dans le recrutement d'un jeune docteur par les acteurs de la recherche. Et donc, ils sont regroupés sur ce diagramme, évidemment, des compétences scientifiques, des compétences en gestion de projet et d'équipe, des aptitudes personnelles et savoir-être. Donc, ce sont des compétences que vous allez développer au cours de votre doctorat. Et plus précisément, les compétences que vous allez développer et que vous pourrez théoriquement valoriser auprès d'un employeur sont répertoriées dans le journal officiel qui précise ce qu'on appelle les fichiers RNCP, c'est-à-dire les compétences réputées être acquises lorsqu'on a obtenu le diplôme du doctorat. Et donc, elles sont répertoriées dans 6 blocs qui sont listés ici. Conception, élaboration d'une démarche de recherche, mise en œuvre d'une démarche de recherche, valorisation et transfert des résultats, veille scientifique, formation et diffusion de la culture scientifique et encadrement d'équipe. Donc ça, ce sont des compétences que vous pourrez théoriquement valoriser, enfin, le théoriquement et le trop, que vous pourrez valoriser à l'issue de votre doctorat. Et pour vous aider à mieux les valoriser auprès de votre futur employeur, eh bien, il existe ce qu'on appelle des portfolios qui sont obligatoires pour soutenir dans certains établissements et pas dans tous. Donc là aussi, il y a encore une certaine disparité en fonction des établissements, mais théoriquement, il devrait être obligatoire de les renseigner. Et donc là, vous avez un exemple de portfolio que vous pouvez mobiliser sur le site de l'école doctorale. Et ce portfolio va répertorier la liste de toutes les activités que vous avez développées au cours de votre doctorat. Et donc ce portfolio, qui devra être mis à jour régulièrement, pourra être ensuite transmis et pourra vous servir pour valoriser vos compétences auprès d'un futur employeur. Donc je vous encourage évidemment, lorsque c'est obligatoire, à le faire, mais ça c'est par nature quelque chose que vous allez mettre en place, mais également si ce n'est pas obligatoire dans vos établissements, je vous encourage bien évidemment à le faire régulièrement. Voilà pour les informations générales. Encore une fois, vous retrouverez la plupart de ces informations dans le livret, mais il y a des points sur lesquels il nous paraissait important d'attirer votre attention. Toutes ces informations sont dans le livret, sont sur les sites de l'ED, sur le site du dispositif Doctorat Bretagne Noire et sur les sites des établissements, bien évidemment. De la même façon que toutes les diapositives relatifs au suivi de carrière sont disponibles sur le site de l'Observatoire. Et évidemment, même antérieur, évidemment. Vous pouvez nous contacter à tout moment, nous, directeurs de l'école doctorale. Nos adresses mail sont sur le site de l'ED et évidemment les gestionnaires de site pour les questions les gestionnaires de site et les gestionnaires de direction, pour toutes les questions que vous auriez à poser. On vous encourage fortement à utiliser pour communiquer avec nous, et nous on communiquera qu'avec ces adresses-là, les adresses Univ. C'est-à-dire que théoriquement, les adresses personnelles, pardon. Je commence à me laisser aller. Les adresses personnelles ne sont pas à utiliser pour les échanges professionnels. Donc nous, en tout cas, on n'utilisera que les adresses Univ. Donc allez les voir régulièrement, si ce n'est pas celles que vous utilisez régulièrement, et communiquez avec nous, si possible, avec ces adresses-là. Bien, je vais bientôt laisser la parole à ma collègue, Elisabeth Richard, juste pour faire un point quand même, parce que j'ai évoqué avec vous le fait que cette journée de rentrée était la dernière de l'école doctorale ELIC, telle qu'on l'a connue depuis le début de ce contrat. Comme vous le savez, ces écoles doctorales, elles sont évaluées tous les 5 ans, comme les laboratoires, comme les formations, et par le HERS, donc par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et en fait, il a été décidé, alors c'est pas le HERS qui a décidé ça, évidemment,
mais il a été décidé qu'à partir du prochain contrat, on repartait sur des écoles doctorales régionales. Donc une école doctorale pour les Pays de la Loire, une école doctorale pour la Bretagne. Et donc l'école doctorale pour les Pays de la Loire sera à partir donc de septembre 2022. Et donc pour les primo-inscrits, eh bien ils soutiendront dans le cadre de cette école doctorale. Donc deviendra l'école doctorale ECLIS. Éducation, cognition, langage, interaction, santé. Et puis pour ceux qui soutiendront en Bretagne, ils soutiendront dans le cadre de l'école doctorale ELIS, donc éducation, langage, interaction, cognition, clinique, expertise. Juste deux mots. Vous voyez ici une diapositive qui montre l'état des lieux de l'école doctorale ELIC en termes de nombre d'inscrits, nombre d'unités de recherche et d'un certain nombre d'indicateurs. Et vous voyez qu'en fait, les deux écoles doctorales ECLIS et ELIS, sur chacune des régions, seront à peu près équivalentes. Du point de vue de ces indicateurs, en fait, on est quasiment à moitié-moitié pour chacun des indicateurs. Donc on aura deux écoles doctorales qui seront sensiblement équivalentes de ce point de vue, enfin du point de vue de ces indicateurs. Les périmètres thématiques et scientifiques ne changent pas, donc restent les mêmes que les périmètres actuels de l'ED ELIC pour chacune des écoles doctorales. Donc il n'y a pas de modification du périmètre scientifique ou thématique de ces deux écoles doctorales. Simplement, ce qui change, c'est qu'il y aura une école doctorale sur chacune des régions. Concernant l'école doctorale ECLIS, Nantes, Angers, Le Mans, je dirigerai cette école doctorale et le site de Nantes. Aude-Bretonier donc dirigera le site de Le Mans Université et Jérémy Bénard dirigera le site d'Angers. Cette école doctorale mettra en place un bureau, bien évidemment, constitué de ces trois collègues, et un conseil de l'école doctorale, constitué du directeur de l'école doctorale, des directeurs de l'école doctorale, pardon, des membres désignés par l'établissement. En fait, ce sont les directeurs ou représentants des unités de recherche sur chacun des sites. Donc tous les sites et toutes les équipes seront représentées au sein de ce conseil de l'école doctorale, ce qui permettra que tout le monde soit au courant, quoi qu'il arrive, même si on diffuse tous les relevés de discussion, là, il n'y aura pas de problème. Normalement, tout le monde sera au courant dans toutes les unités de recherche. Des représentants du personnel administratif, donc un par site, des représentants des doctorants élus, 5, et puis des personnalités extérieures qualifiées. Et donc, si j'insiste un peu sur cette diapositive, simplement pour vous dire que là encore, il y aura des représentants élus des doctorants, et que donc, pour qu'il y ait des représentants élus, il faut qu'il y ait des candidats. Et que donc, je vous invite évidemment à y réfléchir, on en reparlera tout à l'heure, enfin Elisabeth Richard vous en reparlera tout à l'heure, mais il faut impérativement que vous vous sentiez investi dans votre école doctorale et que vous ayez envie de participer à son développement, parce que c'est ce qui se passe au sein du conseil de l'école doctorale. Je te laisse la parole, Elisabeth, pour l'école doctorale ELIS et conclure. Merci, monsieur le directeur. ELIC. Et donc, pour l'école doctorale ELIS, donc c'est pour la région Bretagne. C'est la même école doctorale qu'ECLIS, mais pour la Bretagne, avec les universités Rennes 2, Rennes 1 pour le pôle de Rennes, l'université UBS, Bretagne Sud, et puis l'université de Bretagne occidentale à Brest. Donc, trois sites, 3 directeurs de sites. Gilles Kermarek pour Brest, on garde les mêmes, et Jacques Fischer-Locou pour l'UBS. Donc nous ferons ce trio. Ah, excuse-moi, je dois appuyer ici. Et donc on doit monter un conseil sur le même modèle que celui d'ECLIS, donc avec 19 membres de notre côté, pour pouvoir bien représenter toutes les unités de recherche de chaque site. À nouveau, c'est vraiment cette équité qui compte, la représentation de chaque équipe de recherche et évidemment de chaque site
Brest, UBS et Rennes. Donc là aussi, on attend des représentants doctorants élus, 3 représentants et 3 suppléants. Le siège des doctorants a toujours des suppléants, donc ça fait qu'il faut élire 6 personnes et pas 3. Donc évidemment, vous serez invités à vous présenter. Je pense que les élections se dérouleront en, je sais pas, la rentrée de l'année prochaine, c'est ça ? Septembre. Oui, c'est ça, septembre, octobre, novembre 2022. Ça vous laisse le temps d'y réfléchir et de vous porter candidat. On insiste vraiment beaucoup parce que finalement, tout le système universitaire fonctionne sur le même modèle et les écoles doctorales ne font pas bande à part. Tout est construit ensemble et donc ce sont ces conseils qui fabriquent l'école doctorale. Même si vous avez entendu M. Cornu dire qu'il n'y a pas de changement sur les périmètres scientifiques, on reste les mêmes, mais il faut quand même reconstruire les règlements intérieurs, les modalités, je ne sais pas, les offres de mobilité, toutes les offres sont à construire par ce conseil, et donc voilà, ce sont des choix que nous avons à faire ensemble entre les représentants des différents sites, les gestionnaires de sites, et puis les représentants des doctorants. Donc ces sièges de représentants de doctorants sont des sièges importants, et donc vous avez à discuter entre doctorants de ce qui est nécessaire de mettre en place dans une école doctorale ou pas. Parfois, on a des idées qui ne sont pas utiles aussi, donc c'est aux doctorants de nous signaler et de nous signifier la nécessité pour les doctorants de mettre en place telle ou telle activité. Et c'est pendant ces conseils que ces discussions se passent. Donc, bienvenue aux nouveaux doctorants pour entrer dans ces conseils dès l'année prochaine. Cette année, il n'y aura pas d'élection, puisqu'on est en fin de contrat, donc il n'est pas prévu de nouvelles élections pour ELIC. En revanche, donc, pour la construction des nouvelles écoles doctorales, les élections sont prévues à l'automne 2022. Bon, ça, c'est pour redire ce que je viens de dire. Donc, inscrivez-vous l'année prochaine sur ces élections. Il y a des élections à tous les étages, peut-être que je peux préciser ça encore, au sein de l'école, certainement au sein de votre unité de recherche. Déjà, ça commence par votre unité de recherche de rattachement. Il y a, dans les unités, il y a aussi un conseil, et il y a aussi des doctorants représentants au sein de chaque conseil d'unité de recherche. L'étage supérieur, c'est l'école doctorale. Il y a donc des représentants, des doctorants au sein des écoles doctorales. Et puis au-dessus, il y a les pôles doctoraux, qui sont aussi, M. Cornu vous l'a dit, qui organisent un certain nombre de formations, par exemple transversales pour les doctorants. Là aussi, il y a des sièges de représentants des doctorants, donc vous serez aussi sollicités pour postuler sur ces sièges. Est-ce que j'oublie un étage ? Et puis après, il y a les conseils dans chacune de vos universités, où là aussi, il y a toujours des sièges de représentation des doctorants. Donc, vous êtes très important, c'est ça que je veux vous dire, à tous les niveaux, et donc vous serez sollicité pour être représentant des doctorants à différents étages. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais en tout cas, sachez que votre place est vraiment à tous les endroits possibles de l'université, et donc n'hésitez pas à vous présenter sur ces différents sièges. Et la voix d'un doctorant est toujours pertinente dans le siège sur lequel il a postulé, évidemment. Impliquez-vous, c'est écrit, M. Cornu l'a écrit. Voilà, alors pour les informations diverses sur l'école doctorale ELIC et les futures écoles doctorales ECLIS et ELIS sont maintenant terminées. Est-ce que je demande s'il y a des questions peut-être ou... Voilà, donc si tout de suite là vous avez une question que vous souhaitez poser, on a quelques minutes pour le faire. Et puis ensuite, il y avait beaucoup d'informations. Ce diaporama sera mis à disposition sur le site de l'école doctorale. Ne vous inquiétez pas, vous aurez
le temps de le regarder à nouveau. Et toutes les informations sont surtout dans le livret qui vous a été distribué. Ce livret, conservez-le bien. Il est sur le site aussi, hein. Donc si vous le perdez, ne vous inquiétez pas. Mais enfin, conservez-le, regardez-le. Et je pense que vous aurez besoin de le consulter au fur et à mesure de l'avancée de votre thèse aussi. Puisqu'il y a évidemment des informations pour les nouveaux inscrits, mais il y a aussi beaucoup d'informations sur les réinscriptions, sur les CSI, sur les soutenances de thèse. Donc vous serez amené à reconsulter ce manuel, ce livret, au fur et à mesure de l'avancée de votre thèse. Donc vous avez bien fait de venir, comme ça vous en avez une version papier, mais de toute façon ce livret est aussi sur le site. Et ça aussi, par exemple, c'est un livret que nous avons construit au sein du Conseil avec les doctorants. Donc pour les futures écoles doctorales, il faudra évidemment avoir des nouveaux livrets avec les informations qui concerneront ces nouvelles écoles. S'il n'y a pas de questions particulières immédiates, mais ne vous inquiétez pas, on se côtoie toute la journée, donc vous pouvez harceler M. Cornu toute la journée hein, pour lui poser des questions. Non, il ne faut pas hésiter. Plutôt que de me harceler, il y a aussi un atelier spécifique sur les questions administratives en début de... Ça sera l'occasion de revenir sur certaines questions que vous vous posez, bien entendu. En tout cas, pour l'organisation de cette journée, nous la devons... justement à un groupe de doctorants, à la fois des doctorants élus du Conseil et puis d'autres doctorants qui se sont joints à eux pour organiser cette journée. Donc je tiens d'abord à les remercier parce que c'était une organisation de rentrée. Donc merci Sylvain, Marine, Isabelle, Steven, Émilie. Et si vous êtes par là, vous pouvez même venir jusqu'à l'estrade. Je pense que j'en vois un peu. Venez, voilà, comme ça tous les doctorants vont pouvoir vous repérer. Aussi. Oui, devant. Hein. Là, c'est pour qu'on vous voit vraiment. Hein. Donc, Sylvain, si vous voulez relever la main, peut-être. Sylvain, Marine qui fait les photos aussi. Isabelle, Steven, et puis Émilie. Merci en tout cas à tous de votre... Ouais. Merci vraiment de cette organisation minutée, chronométrée. Oh, mais vous pouvez rester là, hein, ne vous échappez pas. Non, restez avec nous. Restez encore avec nous pour avoir vraiment bien organisé cette journée dans ces très beaux locaux. Donc merci aussi de cet accueil. Ça, nous le devons à Élodie Chassagne, qui est donc la responsable administrative. Élodie, si tu veux venir jusqu'ici aussi, tu peux venir jusqu'ici aussi. Voilà, merci Élodie et ses collègues pour l'organisation matérielle, avec tous ces outils et ces goodies, comme on dit aujourd'hui. Oui, merci. Voilà, Élodie. Ces goodies collector, conservez-les bien, puisque ELIC n'existera plus l'année prochaine. Donc tout ça est vraiment de dernière saison. Voilà, et puis peut-être, Émilie, si tu veux, je te laisse juste en un mot rappeler le programme de la journée pour pouvoir enchaîner derrière. Émilie, vas-y. Bonjour à tous. Donc, pour le programme de la journée, rapidement, juste après la réunion, on va enchaîner avec des communications orales, une première session de communication orale, avec ma thèse en une diapo. Donc, les communicants auront 5 minutes avec une seule slide pour nous présenter le sujet en rapport avec leur thèse. Ensuite, pause déjeuner et visite des posters qui sont donc en lien avec les communications orales. Vous avez pu voir les posters dans le hall. On enchaînera ensuite avec une deuxième session de communication orale, puisqu'on a beaucoup de doctorants qui se sont proposés aujourd'hui pour communiquer, c'est très bien. À 14h45, une table ronde sur l'après-thèse et le devenir professionnel des docteurs. Et on enchaînera ensuite avec 2 ateliers, donc 2 séquences à la suite d'ateliers, où vous avez 4 ateliers proposés. Un premier atelier sur les questions administratives, que vous posez peut-être pas tout de suite, mais ça va venir au cours de la journée. Un atelier sur...
sur l'après-thèse, pardon, donc sur le CNU et aussi sur les possibilités dans le monde de l'entreprise pour les docteurs. Et ensuite, 2 galeries dans les salles au fond du couloir, où vous aurez, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, les présentations, les communications et les ateliers de la journée d'études qui s'est déroulée en distanciel au mois d'avril, et également des retours d'expérience sur la valorisation de la thèse et la vulgarisation de la thèse. Donc ce seront des entretiens, et vous aurez du coup des films à aller regarder dans ces salles. Et on terminera par un pot de clôture à 17h, un verre de l'amitié. Voilà. Merci. Donc en fait, donc restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a un pot. Non, juste pour la séquence de communication, a priori, on n'a pas prévu de questions à l'issue de chaque communication. En revanche, l'idée, c'est que bien les participants puissent vous présenter leurs travaux de recherche et qu'ensuite, vous alliez discuter avec eux en déjeunant et autour des posters. Mais on va enchaîner les différentes présentations pour les 2 sessions de ce matin et de cet après-midi. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous pour cette organisation et on vous laisse la parole alors pour la deuxième séquence.